Oh non, mais c'est dramatique. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, comme vous l'avez constaté, le vote conforme, autrement dit le refus d'exercer son pouvoir d'amendement, est désormais la routine de notre Assemblée, au point, comme on l'a vu hier, que même le destin ne saurait y faire obstacle sans scandale. Aujourd'hui, le Sénat n'est pas seulement prié de persévérer dans son conformisme, mais d'aller encore un peu plus loin dans la servitude volontaire, le vote d'un projet qu'elle ne connaît pas. Plus exactement, le vote d'un texte créant les conditions d'application d'une réforme qui n'est pas votée, dont on ignore des pans essentiels et, pour ce qu'on en connaît, soulève des doutes sur sa constitutionnalité. Le Sénat s'est tellement modernisé ces derniers temps que le voici chambre virtuelle. Pouvoir virtuel d'amender des textes réels, pouvoir réel de voter des textes virtuels. Demain, plus besoin de voter, il suffira de constater en début de session qu'existe une majorité soutenant le gouvernement. D'ailleurs, c'est bien avancé. Je passe sur les problèmes de constitutionnalité déjà abordés par de nombreux orateurs et qui seront développés lors de l'examen de l'exception d'irrecevabilité pour m'arrêter un instant sur l'un des vices rédhibitoires, à mon sens, de ce projet de loi, l'absence d'indication quant au nombre des conseillers territoriaux et de nouveaux cantons par département. Que l'on ne vienne pas me dire qu'il s'agit d'un problème mineur, réglé traditionnellement par voie d'ordonnance ou de règlement, il s'agit d'une question majeure. Pour un département de 150 000 habitants, conserver ses 30 conseillers généraux et ses 30 cantons actuels, les voir réduits à 20 et à 16 cantons, à 15 et 12 cantons, à 8 et 6 cantons, suivant le modèle de calcul choisi, n'est pas un détail. En tout cas, cela devrait peser lourd dans le vote de ses représentants au Sénat. En l'espèce, nous ignorons même les règles de calcul. Pour l'heure, on doit se contenter de bonnes paroles et du rappel de principes incompatibles pour un certain nombre de régions. Représentativité essentiellement démographique, prise en compte du territoire, réduction de moitié du nombre d'élus actuels, gouvernabilité des assemblées régionales. Je vous fais la démonstration, quand vous voulez, que dans les régions composées de départements démographiquement très hétérogènes, soit les conseils généraux des départements les moins peuplés seront squelettiques, soit les conseils régionaux et les conseils généraux des départements les plus peuplés seront pléthoriques. En fait, avec ce texte s'ouvre et s'achève la discussion du projet de réforme des collectivités locales. Les péripéties intermédiaires qui débuteront en janvier, étalées sur plusieurs mois, se dérouleront selon la dramaturgie désormais bien réglée dont on a pu apprécier l'efficacité lors de l'examen du projet de loi de finances. Acte 1. Le Sénat accepte l'essentiel. Hier, la réduction du montant de l'impôt économique et l'idée que c'est sur la TP, plutôt que sur tout autre impôt, par exemple l'impôt sur les sociétés, qu'il faut faire porter cet effort. Aujourd'hui, le principe de l'administration de la région et des départements par les mêmes élus. Voilà ce qui est en question aujourd'hui. Ça, c'est l'acte 1. Acte 2, 3, 4, 5, autant qu'il en faudra, on discute. On chipote les détails. Quelques gros détails, comme le mode de scrutin, et beaucoup de petits. Autant d'occasions de psychodrames politico-médiatiques où chaque composante de la majorité montre alternativement sa combativité ou sa bonne volonté. Je vous renvoie à ce qui vient de se passer avec la taxe professionnelle. Pas besoin d'être devin pour imaginer les débats futurs sur la place laissée aux communes et à leur pouvoir de décision dans les intercommunalités, sur le mode de désignation des conseillers territoriaux, sur la taille et la compétence des métropoles, etc. etc. L'essentiel acquis aujourd'hui, si nous votons ce texte, le gouvernement pourra se montrer compréhensif sur tout ce qui ne compromettra pas le bénéfice attendu de la réforme, la reconquête des départements et des régions. Dernier acte, vote solennel du dernier projet gouvernemental. Le président du Sénat se félicite de la qualité d'un débat qui a pris tout le temps nécessaire et de la place essentielle qui a tenu la Haute Assemblée, dont l'importance est ainsi soulignée. La majorité et le gouvernement se félicitent mutuellement de leur bonne volonté pour le plus grand bien de nos collectivités et la modernisation du pays. Les dissidents temporaires rentrent dans le rang. Peu importe que le résultat soit cohérent, peu importe qu'il ne le soit pas,
qu'il soit un gage de dynamisme ou de paralysie pour nos collectivités, le résultat est là, le projet de réforme est voté. Voter ce projet de loi dit de concordance, c'est accepter le cœur de la réforme et donc réduire à un spectacle dont, à quelques détails près, on connaît déjà la fin, ce qui devrait être la substance du travail parlementaire. Ce travail a été fait, mes chers collègues, avec votre aide à tous, avec la mission Belot, Cratinger, Gouraud. Et ce qui en a été retenu dans ce projet, ça n'est pas l'esprit, c'est simplement quelques détails qui étaient, je dirais, baladuro-compatibles. Vous comprendrez que dans ces conditions, mes chers collègues, Monsieur le Président et Messieurs les ministres, nous ne puissions nous associer à cette mystification. La parole est à Monsieur François Patriat.